Une rencontre était organisée mardi 8 avril 2025 à la librairie Ombre Blanche avec la romancière Marie Ndiaye, autrice de romans, pièces de théâtre et de nouvelles, lauréate du prix Femina en 2001 pour Rosie Carpe et du prix Goncourt en 2009 pour Trois femmes puissantes. Sa pièce, Papa doit manger, est entrée au répertoire de la Comédie Française. Marie Ndiaye présentait ce jour-là, en dialogue avec le libraire Benjamin Lebrun, son nouveau livre « Le Bon Denis », paru aux éditions Mercure de France, un autoportrait romanesque et kaléidoscopique dans lequel elle relate un événement essentiel de sa biographie, le départ brutal de son père sénégalais du foyer après sa naissance en France. Bonne écoute à toutes et à tous. Et bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, merci d'être présents et présentes ce soir pour cette rencontre avec Marie Ndiaye que nous sommes très heureux, très honorés d'accueillir ici à Ombre Blanche pour une discussion autour de son livre, de son nouveau livre, son nouvel ouvrage qui s'intitule Le Bon Denis, et qui est paru en ce début de printemps aux éditions du Mercure de France dans la singulière collection Traits et Portraits dirigée par Colette Fellous. Marie Ndiaye, bonsoir à vous et merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté l'invitation de la Avec librairie. choix. Avec grand choix. Voilà, je dis juste quelques mots de présentation très rapides avant de vous laisser la parole. Donc vous êtes écrivain, romancière d'une œuvre importante qui a commencé en 1985 avec Quand au riche avenir, publié aux éditions de Minuit, et depuis une œuvre avec une vingtaine de romans, mais c'est une œuvre protéiforme qui travaille différents genres comme le roman bien sûr, mais aussi la nouvelle et le théâtre, beaucoup notamment ces dernières années, mais aussi les écrits pour la jeunesse. On aura peut-être l'occasion de reparler de tous ces différents travaux. Parmi donc votre riche bibliographie, nous pouvons citer La Sorcière qui est parue en 1996 ou bien Rosie Carpe en 2001 et puis Trois femmes puissantes en 2009 qui a obtenu le prix Goncourt. Et voilà, plus récemment chez Gallimard, La vengeance m'appartient ou bien Trois pièces ainsi que Royan, la professeure de français pour ce qui concerne le théâtre. Et le livre dont nous allons parler principalement ce soir donc, s'intitule Le Bon Denis, je l'ai dit. Donc, disons-le tout de suite, ce livre n'est pas une autobiographie, bien qu'il soit publié dans une collection qui a pour trait le fait biographique, l'élément biographique, mais c'est vraiment un roman, un autoportrait romanesque, comme le présente votre éditeur, qui explore par la fiction des thèmes qui vous sont personnels. C'est un livre qui met en scène, bien sûr, des éléments biographiques, mais qui les transpose sur un plan, disons, romanesque ou de l'imaginaire. Un des motifs principaux et récurrents de ce livre, c'est l'absence, la disparition du père très tôt dans l'enfance de la narratrice, mais il y a beaucoup d'autres motifs qui viennent s'agréger à ce thème central. Le livre est constitué de quatre parties distinctes, une construction qui ne suit pas forcément une chronologie linéaire, qui s'écrit aussi avec différents styles narratifs, disons, et c'est quatre parties qui sont autant de facettes de cette narratrice et comme autant d'étapes dans la quête de ce père absent. Voilà, on peut présenter brièvement le livre. On va avoir l'occasion d'en parler plus en profondeur, mais peut-être pour commencer, avant la première question, peut-être souhaitez-vous lire quelques pages ou bien volontiers. Plus tard, sinon. Oui, volontiers. Donc le livre, comme vous l'avez dit, se compose de 4 parties que relie le fil d'un certain Denis, qui serait un homme bon. Et la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être bon? En tout cas, voilà, les fragments sont parcourus par la figure de ce bon Denis dont on s'interroge au sujet de la bonté. Est-ce que la bonté n'est pas aussi
terrifiante, enfin, c'est quelque chose, voilà, qui parcourt les 4 fragments. Donc là, je vais vous lire un extrait. Le début de la 3e partie, qui est oui, plus concrètement autobiographique que les autres, que les 3 autres fragments. Enfant, j'ai toujours cru que mon père avait quitté Dakar, heureux et fier, au début des années 60. Enfant, j'ai toujours cru que les années 60 avaient été, pour mon père, la belle saison de son plus grand bonheur et de l'affirmation de ses dons exceptionnels. J'ai toujours cru, enfant, que le plus grand bonheur de mon père avait été de rencontrer maman au début des années 60, venant de Dakar, et que la joie de voir confirmer ses dons exceptionnels pour l'étude de l'ingénierie n'avait eu d'égal que celle qu'il avait éprouvée à ma naissance. J'ai, enfant, toujours cru que ma naissance, à la fin des années 60, avait représenté pour mon père venant de Dakar le parachèvement de ses ambitions. J'ai toujours cru que, forcément malheureux et opprimé à Dakar, mon père s'était trouvé heureux et fier à Paris, d'autant plus qu'il avait rencontré maman et connu le bonheur que cette dernière lui donne une fille, ainsi qu'on disait à l'époque, moi. Enfant, j'ai toujours cru que mon père n'avait pu que se sentir à Dakar accablé, asservi, empêché, et que son arrivée miraculeuse à Paris avait fait paraître le modeste mais incontestable génie que renfermait son long corps maigre, souple, retenu. J'ai, enfant, toujours cru qu'on ne pouvait que se sentir à Dakar accablé, asservi, empêché. J'ai toujours cru, enfant, que l'intense satisfaction qui était la mienne d'être une petite Française vivant dans le plus beau pays du monde, ainsi qu'on disait à l'époque, mon père venant de Dakar n'avait pu que la ressentir également pour lui, bien qu'il ne fût pas complètement français. Mais comment, pensais-je vaguement, ne pas se sentir heureux et fier de vivre dans le plus beau pays du monde et d'y avoir, en plus, une vraie petite Française de fille. J'ai toujours cru que mon père avait toutes les raisons, venant accablé, asservi, empêché de Dakar, de se réjouir d'avoir la chance et l'honneur d'élever une fille à Paris aux côtés de maman qu'il avait eu le bonheur de rencontrer venant de Dakar. J'ai toujours cru que s'il n'avait pas su apprécier à leur juste mesure cette chance et cet honneur, puisque la chance et l'honneur, il les a fuis, ou peut-être plutôt il s'en est éhontément délesté lorsqu'il a abandonné maman et fillette en 1968, c'est parce qu'il avait été un homme inconséquent, égoïste, avide d'une existence imaginaire dans laquelle, privé de nous, il serait plus grand. J'ai toujours cru que mon père s'était trompé en quittant brutalement la France, plus beau pays du monde, jolie maman et fillette irréprochable. Et donc cette troisième partie là justement, c'est une forme peut-être de délibération intime sur cette culpabilité du père. Cette première partie de la troisième partie commence avec ces phrases « j'ai toujours cru » et c'est plutôt en forme d'accusation. Et la seconde partie de ce monologue, les phrases commencent par « je n'ai jamais pensé ». Et là, c'est plutôt une sorte de réhabilitation, ou en tout cas de portrait à décharge du père qui a rencontré effectivement un mauvais accueil, de l'hostilité, voire peut-être du racisme dans ce pays d'accueil. Oui,
j'ai eu envie, enfin, j'ai compris qu'on ne peut pas réduire la personnalité d'un homme à sa seule psychologie et que sa personnalité, elle est prise dans un monde, dans un contexte et le contexte qui était celui de mon père dans la France des années 60, nécessairement le marquait. Enfin, il n'était pas juste lui, quoi. Il était un homme pris dans cette société qui n'était pas, je pense, douce ni tendre envers un Africain pauvre. Enfin, voilà, c'était difficile. Et j'ai compris ça, qu'on n'est pas juste nous, quoi. On est nous dans une société, dans un contexte, et qu'on l'était d'autant plus quand on était un Sénégalais qui arrivait pour faire ses études en France dans les années 60. Il n'était pas juste lui, quoi. C'était un homme aussi qui devait lutter contre tout ce qui s'opposait à lui. Enfin, le racisme, je ne sais pas, mais en tout cas, la manière dont les gens avaient de le voir et qui était, enfin, c'était un homme étrange, quoi. C'était un homme bizarre. Jusque dans sa propre belle famille, effectivement, vous parlez de vos grands-parents, en tout cas des grands-parents de la narratrice, qui ne sont pas volontairement méchants ou mesquins, mais en tout cas très condescendants. Et peut-être, justement, le Denis apparaît à ce moment-là quand il décide de le rebaptiser Denis parce que son prénom d'origine est peut-être trop difficile pour eux à prononcer. Est-ce que... Oui, mais mes grands-parents maternels, donc les parents de ma mère, étaient des gens qui n'étaient pas des racistes. Et d'ailleurs, le mot n'existait même pas à l'époque. Simplement, recevoir cet homme dans leur vie, c'était en dehors de leur constellation mentale, quoi. C'était une sorte d'ovni. Enfin, en tout cas, c'était un genre de gendre qu'il n'était pas prêt à recevoir, à comprendre. Et maintenant, bien sûr, c'est très très différent. Mais voilà, quoi. J'ai essayé de comprendre la manière dont cet homme arrivant dans une maison de la Beauce, face à ces gens qui n'étaient pas prêts à le recevoir, j'ai essayé de comprendre ce qu'il avait pu ressentir dans cette maison, hein, qui était à des années-lumière de son monde, quoi. Voilà. Et donc il vous a fallu, vous aussi, peut-être, grandir ou vieillir pour vous remarquer ça, parce que la phrase, c'est souvent « enfant, je n'ai jamais cru ». Et puis, il y a une partie aussi, la 4e partie, dans laquelle la narratrice du livre a 19 ans. Et là, on la sent aussi peut-être un peu naïve par rapport à sa vision du père, mais en tout cas, dans cette 3e partie, enfant, vous n'avez pas cru à l'honnêteté ou en tout cas à la bonté de votre père, et il a fallu peut-être vous-même que vous vieillissez pour avoir un regard peut-être moins rude sur cet homme. Oui, c'est ça, c'est le profit, le grand profit du fait de vieillir, le profit d'être mûr. Enfin,
c'est super de prendre de l'âge, en fait. On est plus intelligent, je crois. Oui, d'ailleurs, il y a vous intégrez dans la seconde partie, je crois, le conte d'Issa Longjambe, qui est justement une réflexion aussi sur la vieillesse et sur le passage de l'enfance à l'âge très avancé en quelques temps. Bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et donc, ce qui est au centre de ce livre, c'est donc le lien filial, alors le lien avec ce père absent, disparu, mais aussi avec la mère, notamment dans la première partie. Un lien mère-fille qui n'a rien de tendre ni de doux. On sent plutôt quelque chose une relation assez tendue, âpre. Pourquoi cette mère-là, dans cette partie, en veut-elle tant à sa fille qui la questionne, qui vient la questionner? Je ne sais pas si la mère en veut tant que cela à la fille. C'est une lutte, en fait. La fille essaye d'entendre des explications. La fille pose des questions et la mère est rétive à ça. La mère ne se sent pas obligée de répondre aux questions. Donc c'est une forme de lutte. Les questions contre les non-réponses ou contre les réponses très allusives. Mais c'est pas... Oui, c'est une forme c'est une forme de guerre, mais sur fond d'affection. Simplement, la mère n'éprouve pas le besoin de répondre aux questions de sa fille. Non seulement elle n'en éprouve pas le besoin, mais elle estime, en tout cas c'est ce qu'on peut se figurer, elle estime qu'elle n'a pas de devoir de répondre aux questions. Alors que la fille, elle estime que la mère a ce devoir de répondre aux questions. Alors que, mais ça se discute, hein, on n'est pas obligé de dire tout à ses enfants et on n'est pas obligé non plus de par rapport à nos enfants, de leur donner un sens de la vie. Enfin, je veux dire, c'est leur affaire aussi, quoi. La mère, elle fait comprendre à la fille, mais débrouille-toi avec ça. C'est pas mon affaire. Je répondrai pas. Je répondrai ce que je veux. N'importe quoi si ça m'arrange. Mais je ne suis plus responsable de toi ni de ton histoire, quoi. Fais comme tu le peux, comme tu le veux, mais ça ne me concerne plus, en quelque sorte. Et justement, donc effectivement, à travers cette quête, cette narratrice se construit aussi. Pour en revenir au bon Denis qui donne son titre au livre, donc il connaît plusieurs incarnations au cours du roman. Celui de la première partie, donc un certain Denis Rouxel, qui aurait vécu avec la mère de la narratrice dans sa plus tendre enfance, au moment où le père est parti. Quelle place cet homme a-t-il joué justement dans la vie de la narratrice enfant, et peut-être plus important encore, qu'est-ce qu'il révèle d'elle à l'âge adulte dans sa quête? Peut-être une part de folie ou de... Oui, c'est un homme qui existe sans exister vraiment. C'est une figure plus qu'un homme véritable. C'est un fantôme, c'est un fantasme aussi. Le bon Denis qui traverse le livre, c'est un... Oui, c'est ça, c'est un fantôme. Mais un fantôme qu'on aurait plaisir à rencontrer, mais qui peut être aussi très effrayant. Donc voilà, c'est un fantôme, le bon Denis.
Oui, effectivement, que la narratrice, elle cherche d'abord à le retrouver, ce Denis Roussel, mais elle pense aussi peut-être le trouver à travers différentes incarnations, en cherchant sur Internet, à travers différents personnages qui, bon, finalement, a priori, ne sont pas lui. Vous en avez un tout petit peu parlé au début. Ce qui caractérise ce Denis dans la première partie, mais tout au cours du livre, c'est la bonté. Et donc c'est effectivement ce sujet sur lequel vous aviez aussi envie d'écrire. C'est une vertu qui est difficile à définir, et elle peut effectivement prendre un tour paradoxalement, comment dire, la bonté telle que l'exerce le bon Denis à son insu, paradoxalement peut faire du mal à son entourage. Donc c'est une vertu qui ressemble finalement parfois presque, en tout cas dans la vision de la narratrice, à une forme de mort ou de fatalité en tout cas. Bah oui, c'est compliqué la bonté parce qu'on sait tous ce que c'est que d'être gentil, d'être liant, d'être sympathique. On le sait tous ça, et on a tous des amis, des proches qui sont voilà, gentils, mais la bonté, c'est encore autre chose, et j'avais envie d'écrire là-dessus parce que c'est presque indéfinissable en fait, la bonté. Qu'est-ce qui différencie quelqu'un de très gentil de quelqu'un de bon, et on ressent que c'est pas la même chose, mais ça veut dire quoi en fait, la bonté? Donc j'avais envie d'écrire là-dessus, d'essayer de comprendre cette notion d'être bon sans être un saint, c'est-à-dire sans qu'il y ait quoi que ce soit de mystique là-dedans, juste être bon, et c'est pas facile à décrire en fait, la bonté, je crois. Oui, la narratrice justement demande à sa mère, puis cherche par elle-même des exemples concrets de ce que ça veut dire, et finalement elle se rend compte que c'est plutôt une sorte de comme un parfum, une émanation, oui, un parfum. Oui, mais c'est une émanation, mais l'émanation, le parfum, l'essence, à un moment, ça peut se décrire, mais c'est très difficile à faire. En fait, je ne sais pas s'il y a dans notre assistance des gens qui pourraient décrire ce qu'est la bonté, mais ça m'intrigue vraiment. La mauvaiseté, la méchanceté, on arrive à la décrire, on met des actes dessus, mais la bonté, c'est plus difficile en fait enfin, les gens bons, enfin en tout cas qu'on estime l'être, sont plus difficiles à définir que les affreux. Les affreux, ben on sait, voilà, on sait, ils pillent, ils violent, ils tuent, etc. Voilà, c'est presque simple, alors que la bonté, c'est compliqué, je trouve. Parce que quelle différence feriez-vous entre la gentillesse et la bonté? Hein, c'est pas facile, ça. Et ce qui caractérise la bonté, entre autres, c'est qu'elle s'ignore. La personne bonne ne dira jamais d'elle-même je suis une personne bonne. La bonté, elle s'ignore, oui, c'est vrai. Mais donc la narratrice, elle qui est à la quête de ce Denis et de cette mystérieuse bonté, malgré tout, la fin de la première partie
C'est là où je reviens à cette histoire de presque elle associe le bon Denis à la mort, et elle qui désirait si instamment le rencontrer, finalement elle le fuit, et elle dit puisque moi je voulais vivre et ardemment. Et elle ne souhaite pas le rencontrer parce qu'elle l'associe peut-être à quelque chose de funeste, et elle exprime ce désir vital à plusieurs reprises, qui va de pair peut-être aussi avec la quête de la liberté qu'on trouve dans la 4e partie. Et on a l'impression, du coup, de ce point de vue-là, que la recherche du passé, de la mémoire familiale, de ce qu'elle cherche sur son père, ce qu'elle questionne sa mère, c'est pas seulement, enfin, comment dire, c'est qu'une étape vers un but plus grand. C'est pas une fin en soi de connaître ses origines, mais pour elle, ça lui permet peut-être de vivre plus ardemment, comme elle le dit, et de se libérer aussi de ce passé. Oui, la narratrice comprend à un moment que la quête des origines, la quête du père et tout, à un moment, c'est l'avantage de la maturité, c'est que zut, quoi, c'est pas nécessaire non plus. On peut vivre sans. Et elle se libère de cette quête en pensant que finalement, ses parents ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qui étaient leurs, mais que ce n'est pas nécessaire d'être accroché à ça, quoi. Qu'on n'a pas besoin de ses parents, alors quand on est grand adulte, hein, bien sûr, enfant, on en a besoin, mais qui n'est pas nécessaire de les aimer, de les comprendre. Voilà, ce sont des êtres humains auprès desquels on a vécu, mais que ce ne sont pas eux qui doivent nous définir, dans un sens. Marie Ndiaye, autour de la parution au Mercure de France de son nouveau roman « Le Bon Denis », à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mardi 8 avril 2025. Il y a le personnage du mari, toujours dans la première partie, du mari de la narratrice, qui lui est un peu absent, enfin qui est un peu même cherché à mourir. Et là, il y a un humour, alors un humour qui est présent quand même dans le livre, parfois. J'espère. Oui, parfois de manière discrète, parfois de manière peut-être ironique à l'encontre de la narratrice dans les différentes parties. Et puis plus éclatant là, lorsqu'il s'agit de ce mari. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même quelques mots de ce personnage et de ce qu'il apporte à cette affaire-là? Alors, le mari de la narratrice est un homme c'est un brocanteur, un antiquaire. Je sais, par rapport à lui, ce serait plutôt un antiquaire au sens où il a une marotte qui est de collectionner et de vendre des figures de la Vierge Marie, que ce soit des vierges peintes, que ce soit des vierges en statue, en tissu, enfin en tout cas, voilà, des représentations de la Vierge Marie. Et puis son établissement, sa boutique souffre du confinement, du Covid, etc. Et il tente de mourir sans y réussir, mais parce que sa tentative n'était pas non plus si valable. Enfin, il ne pouvait qu'échouer dans son désir de mourir. Mais c'est un personnage qui n'a pas grande importance
d'importance dans le texte. C'est simplement la narratrice comprend que voilà, qu'elle a bien fait de sortir de ce mariage, et puis son pauvre mari voilà, ne réussit ni à vendre ses vierges maries ni à mourir, quoi. Il échoue en tout. Il échoue en tout. Et pour en revenir peut-être à la question de la biographie, etc., par rapport au registre romanesque, la deuxième partie du livre est peut-être la plus biographique. Elle concerne la jeunesse, l'enfance de vos parents. Est-ce que là, vous aviez les informations nécessaires? Est-ce que c'est une vraie biographie ou est-ce que là aussi l'imagination et l'invention romanesque joue son rôle? Oui, l'imagination est prégnante, enfin, elle est même nécessaire, parce que je sais très peu, en fait, de l'enfance de mon père et de ma mère, donc j'ai essayé de combler les blancs avec ce que j'imaginais de leur endroit. Lui, Dakar, elle, la Beauce, village minuscule près d'Orléans. Et j'ai essayé de remplir tout ce que j'ignorais par l'imagination. Et ce qui est très beau dans ce qui fait la beauté de cette partie, je trouve, c'est la communauté un peu de destin qui les lie à plusieurs kilomètres l'un de l'autre, dans des conditions très différentes, bien sûr, de vie, mais malgré tout, tous deux confrontés à un empêchement au savoir. Vous parlez de leur prétention au savoir qu'ils imposent à leur entourage et à la mauvaise fortune, peut-être. Est-ce que cette... Oui, c'était des enfants pauvres. Alors, quand vous dites plusieurs kilomètres, oui, c'était même des milliers de kilomètres. Et c'était des enfants pauvres dans les années 30 et des enfants qui étaient destinés à reproduire la vie des parents, c'est-à-dire une vie de labeur et en dehors de toute instruction. Et les deux, alors, ma mère, petite Beauceronne dans les années 30, et mon père, petit Dakarois dans les mêmes années 30, ont réussi, grâce à je ne sais quelle obstination, mais à entrer déjà au collège et au lycée, et puis faire des études, alors que tout leur était des obstacles, en fait. Rien ne les prédestinait à ça, de tout. Ma mère, sa force de travail comme jeune adolescente était préférée au fait qu'elle fasse des études. Et mon père, alors je ne sais même pas comment il a fait pour se sortir de sa misère, mais de fait, il a fait des études, etc. Et les deux, très différents, ont eu un peu la même histoire, c'est-à-dire s'extraire d'un destin, quoi. S'extraire d'une espèce de, comment dire, d'un milieu, voilà, d'une prédestination, voilà, dont ils ont réussi à faire le contraire, quoi, en fait. Et
j'admire leur vaillance, quoi, parce que c'était difficile. Mais, mais voilà, ils l'ont fait et ils se sont rencontrés contre toute attente aussi. Et ils nous ont fait, mon frère et moi, et voilà. Mais, mais merci le destin. Mais justement, voilà, c'est qu'ils avaient un destin et ils l'ont contrecarré. Et cette seconde partie-là, comme les autres d'ailleurs, mais peut-être plus celle-ci encore, est ponctuée de photographies. C'est le principe de la collection 13 et portraits au Mercure de France. Comment est-ce que vous avez choisi justement ces photos qui accompagnent le récit et comment est-ce que vous avez choisi de les disposer à tel ou tel endroit du récit Alors je ne m'en suis pas trop occupée, parce que les images dans un livre, moi ça m'intéresse pas plus que ça. En fait, les images dans un livre, ça me fait plaisir, mais je trouve pas ça nécessaire. Mais c'est le principe de 13 et portraits, donc il y a des images, mais c'est pas vraiment. Voilà, j'ai laissé faire. Ça m'intéresse pas plus que ça, les images dans le livre. Et dans la quatrième partie, c'est la narratrice, alors qu'elle est plutôt une femme mûre, disons, dans la première partie, dans la quatrième partie, à l'inverse, elle a 19 ans. Elle entreprend un long voyage pour rejoindre et rencontrer peut-être enfin cet homme qui est son père. Avant d'en venir peut-être aux circonstances de cette rencontre, etc., on sent chez elle peut-être une grande naïveté devant la figure de cet homme qu'elle ne peut pas, qu'elle ne veut pas ou qu'elle ne peut pas accabler, qu'elle ne veut pas ressentir de colère contre lui, etc., alors qu'il l'a abandonné. Est-ce que cette naïveté, elle est propre à son âge ou bien Oui, bien sûr, à 19 ans, on est naïf et puis on est plein d'espoir. Oui, c'est propre à son âge. Oui, c'est pour ça qu'elle est très différente de la narratrice de la première partie qui a 50 ans et quelques. Et cette narratrice de 19 ans, bien sûr, elle a ce désir de comprendre les choses propres à son âge, alors que la première narratrice, elle a déjà fait le parcours. Et il me semble que c'est à peu près l'âge où vous-même vous avez fait le voyage à Dakar pour rencontrer votre père. Est-ce que vous étiez vous-même dans cette même disposition, ou est-ce que là c'est complètement Oui, non, c'est de la fiction. Oui, enfin, certes, oui, j'ai rencontré mon père à 19 ans, je suis allée le voir là-bas, mais c'est vraiment de la fiction. C'est vraiment de la fiction. Je ne m'autorise pas à... Enfin, c'est pas moi, enfin, le jeu, enfin, c'est même pas un jeu d'ailleurs dans la quatrième partie, c'est un elle, mais que ce soit un elle ou un je, c'est toujours de la fiction, c'est pas mon je à moi. Bien sûr. Et justement, le décor dans lequel se passe cette rencontre, ou en tout cas cette rencontre attendue, c'est justement un décor qui est faux lui-même, enfin, alors non pas que la fiction soit fausse, mais c'est un décor d'hôtel américain de Las Vegas en stuc qui reproduit tous les styles architecturaux du monde. Est-ce que ce décor, c'est quelque chose peut-être qu'on associe effectivement au film, à certains films américains ou à certains romans américains? Pourquoi avoir choisi celui-ci plutôt qu'un autre? Parce que, alors j'ai passé en 2023 2 mois dans l'ouest des États-Unis. J'ai vu Las Vegas, c'est un enfer sur Terre. Las Vegas, mais
et j'ai vu ce genre d'hôtel, mais j'ai vu aussi, mais on n'en croit pas ses yeux, des femmes sans doute immigrées mexicaines qui vous proposent, quand vous êtes un homme, de laver votre la vie, la prise avec leur seins nus. Enfin, c'est monstrueux. Las Vegas, c'est l'endroit de la décadence, mais j'aime pas le mot parce qu'il est jugeant, mais c'est l'endroit du rien, quoi, de l'enfer, de l'horreur, avec tous ces gens miséreux qui vendent leur sang. Enfin, c'est horrible. Et j'ai placé l'hôtel du Père là par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est une réussite d'avoir un hôtel là-bas, mais c'est une réussite lamentable, navrante, triste. Et donc cette narratrice là qui se retrouve, qui arrive dans cet hôtel, qui pense qu'on va l'attendre comme une princesse, finalement elle se rend compte que personne ne l'attend. Bon, on va pas dévoiler trop l'intrigue, mais elle pourrait rester là et attendre très longtemps, comme le fait un certain jeune homme qu'elle rencontre et qui attend lui aussi, et on va rapidement comprendre ce qu'il attend lui-même. Et justement, ils sont tous les deux là un peu comme, je sais pas, englués, et ils sont forcés d'agir et d'aller à la rencontre de ce qu'ils attendent. Et c'est ça qui va justement les libérer, les faire sortir. Oui. Et elle rencontre ce jeune homme qui dit être son frère, son demi-frère, et tous les deux se libèrent du père, en fait. Ils sont libres à la fin. Ils sont délivrés de cette quête d'un père qu'ils ne comprendront jamais, et puis qui n'est peut-être pas si intéressant que cela. Enfin, la fin les libère de cette cette quête, de cette démarche vers un père qui finalement n'a pas, qu'il n'est pas si intéressant de connaître, en fait. Ça les délivre. Et en revanche, du coup, elle découvre plutôt que le sentiment ou que le lien filial et la paternité, la maternité. En revanche, la fraternité, elle semble plus oui, importante. la fraternité, mais l'amitié, la tendresse, l'amitié, oui. Alors, bon, j'ai d'autres questions, mais peut-être parmi vous, comme on a commencé déjà tout à l'heure à échanger un petit peu, peut-être vous avez vous aussi des questions, si vous avez déjà lu le livre ou pas encore, si vous voulez rebondir sur ce que Marie Ndiaye a dit, n'hésitez pas. La première est toujours la plus difficile. Donc je voulais déjà vous dire que j'ai lu votre livre et je l'ai trouvé vraiment remarquable. Et tout le long de la lecture, comme c'est présenté comme un autoportrait, on est toujours à essayer de savoir ce qui est dans l'autobiographie et tout ce qui est totalement romancé. Alors donc, voilà, je trouve que j'ai trouvé cette lecture passionnante. Je voudrais vous poser une question sur la troisième partie. Quand vous dites qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de racisme, mais quand même, je ressens une blessure. Par exemple, ça semble vraiment autobiographique quand le pépé, il dit à sa petite fille, vous auriez pu être jolie si vous n'auriez pas eu... Je ne sais plus exactement comment il dit. Voilà. Et c'était donc ma question, comme on est né la même année, qu'on a vécu la même histoire avec un grand H, et que c'est un peu obsessionnel, mon combat contre toutes les formes de racisme. Comment vous avez vécu tout au long de votre vie le racisme, personnellement et aujourd'hui, malheureusement, parce que moi, j'ai cru justement, quand j'étais jeune,
adolescent et jeune homme, qu'il disparaîtrait un jour, mais malheureusement, on en est loin. Voilà. Oui, c'était très différent. Mais mes grands-parents, donc je suis née en 67 et j'ai passé toutes mes vacances qui, à l'époque, étaient longues. Hein, c'était d'été, de 30 juin au 15 septembre, et puis des vacances de Noël et de Pâques chez mes grands-parents en Beauce. Et ce n'étaient pas des gens que je qualifierais de racistes. C'était juste que c'était pas dans leur mode de vie, quoi, dans leur réflexion, dans leur constellation mentale, encore une fois, d'avoir un gendre africain. C'était très désorientant pour eux. Et ça, je le comprends. Je le comprends. C'était des gens simples, des agriculteurs en Beauce, etc. C'était pas envisageable pour eux d'avoir un gendre autre, quoi. Mais une sœur de ma grand-mère lui a dit devant moi, donc c'était des gens qui étaient nés au début du XXe siècle. Hein. Mes grands-parents étaient de 1911. Enfin, c'était un autre monde. Et une sœur de ma grand-mère donc lui a dit, eh ben Marie, enfin, c'était son prénom, tu n'as pas eu de chance avec tes enfants, avec tes filles. L'une a épousé un Africain, l'autre a épousé un pied noir, et la troisième un breton. Ah ben ma pauvre, t'as pas eu de chance, quoi, avec tes filles. Mais c'était ça à l'époque, quoi. C'était le breton, c'était le pied noir, l'africain. Enfin, c'était autre, quoi. Donc je comprends ça, je ne juge pas. C'était pas du racisme, c'était juste, c'était des gens différents qu'il était impossible d'intégrer dans son propre monde, quoi. C'est pas ce que j'appelle du racisme. Le breton, le malheureux breton, il leur ressemblait. Mais il était breton. Puis il s'appelait le Gwen. Enfin bref, c'était un nom qui n'était pas un nom de la Beauce, mais j'entends bien que c'est pu être très très difficile pour eux de faire leur ces mondes étranges, quoi, que ce soit la Bretagne ou le Maghreb ou l'Afrique. C'était pareil, en fait. C'était autre. C'était compliqué pour eux. J'avais une question sur non pas sur la forme forcément du livre en lui-même, mais sur la construction de la phrase. Là, j'essaye de trouver quelques exemples, mais on sent souvent une sorte de rythme ternaire avec soit des adjectifs 3 fois qui qualifient une chose, ou bien vraiment le rythme de la phrase lui-même. Enfin, comme dans la 3e partie, vous avez dit tout à l'heure votre père accablé a servi à empêcher, mais je trouve que cette forme-là syntaxique revient plusieurs fois. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé, enfin, qui sert le propos, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez naturel dans votre écriture? Oui, c'est quelque chose d'assez naturel, ce rythme de 3 adjectifs, mais c'est propre à la langue française. Hein. D'ailleurs, chez Proust et Flaubert, vous avez les 3. Hein. Ouais.
Ouais, oui, c'est mon éducation littéraire. Je pense les 3 adjectifs. Les 4, ça marche moins bien parce que c'est trop. Et les 2, c'est pas vraiment assez. Donc les 3, voilà. C'est parfait dans la langue française, je trouve. Et pour peut-être une question plus générale, là aussi, pas forcément sur le livre en lui-même, mais sur la collection, peut-être du Mercure de France. On en discutait avec Jean-Michel Decimo du Mercure de France qui est là. Vous êtes la première autrice à revenir publier une seconde fois un livre dans cette collection. Quel rapport est-ce que vous avez avec elle en tant qu'écrivain, et puis aussi peut-être en tant que lectrice? Est-ce que vous lisez vos confrères et vos consoeurs qui sont publiés dans cette collection? Oui, je suis la première en effet à récidiver dans cette très belle collection, hein, très portrait avec le dessin, enfin le graphisme d'Alechinsky, enfin c'est très très beau. Et puis dans cette collection, je crois pouvoir affirmer qu'il n'y a jamais rien eu de mauvais. Enfin, c'est une belle collection et qui se fonde sur l'idée que ça peut être tout sauf du roman, quoi. Ce sont des récits, des textes biographiques ou autobiographiques, mais voilà, c'est pas du roman, voilà, du roman. Et l'intérêt, c'est que quand on nous demande d'écrire pour elle, pour cette collection, c'est que ça nous oblige aussi à sortir légèrement de nous-mêmes, quoi. Ça nous décale comme romancière. Ça nous oblige à aller travailler dans un autre endroit, quoi. C'est intéressant pour ça. Oui, je ne l'ai pas cité, le premier de vos titres qui était paru dans cette collection, c'est Autoportrait en vers, qui est disponible aussi maintenant en folio, et qui était paru il y a une vingtaine d'années. Et peut-être une question aussi, je ne sais pas, on en a parlé un tout petit peu avant, mais sur l'accueil critique pour l'instant du livre, qui est excellent, et surtout notamment je crois dans Transfuge, quelqu'un qui se posait la question de savoir si vous étiez alors, c'est la catégorie toujours du grand écrivain, etc., la plus grande écrivain français contemporain. Est-ce que ça vous touche, ou est-ce que vous n'y faites pas attention? Je crois dans Transfuge, ouais. Je crois que c'est Oriane Jancourt-Guelignani qui se posait cette question rhétorique. Ça m'embête un peu, ce genre de hiérarchisation. Oui, il n'y a pas de plus grande... Enfin, il y a des écrivains remarquables. Après, le plus grand, la plus grande, ça dépend. Enfin, oui, voilà. Ça m'embarrasse un peu. Enfin, j'entends bien la bienveillance qu'il y a avec ça, mais c'est pas le propos, quoi. De faire. Je veux dire, c'est pas le marathon, c'est pas une course, c'est pas du concours, quoi. Enfin, il n'y a pas. Voilà. Peut-être on peut terminer sur ces quelques mots. On pourra peut-être après, lors d'une séance de dédicace, si vous le souhaitez, peut-être poursuivre l'échange de manière plus informelle. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup. Le roman de Marie Ndiaye, Le Bon Denis, est publié aux éditions Mercure de France. Marie Ndiaye a aussi fait paraître, entre autres, 3 femmes puissantes, La vengeance m'appartient, Autoportrait en vers, Rosie Carpe, Mon cœur à l'étroit.
La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée mardi 8 avril 2025 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse et réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.